Bonjour à tous, bonjour à toutes et à tous. Merci de nous rejoindre pour ce concept Meet and Share du mois de février. On va attendre quelques petits instants que tout le monde puisse rentrer dans la réunion et puis on commencera par une courte présentation de concept. Et on a la chance aujourd'hui d'accueillir Alice Escande et Romain Guignard pour nous parler de sciences comportementales appliquées à la relation patient-médecin au niveau du tabac. Et vous aurez l'occasion de pouvoir poser toutes vos questions à la fin du Meet and Share. Bonjour aux nouveaux qui viennent d'arriver. Merci beaucoup pour votre présence pour ce Meet and Share concept. On va commencer dans quelques instants. On attend encore que tout le monde rejoigne la séance. Et donc, pour rappel, ce Meet and Share fait partie d'une série de Meet and Share mensuels du réseau Concept. C'est tous les troisièmes jeudis du mois. Chaque mois, nous avons des intervenants différents sur des sujets toujours liés aux enjeux de prévention, en prévention primaire des cancers, sur des thématiques variées, de méthodologie, de recherche, de projets, dans le but de faire avancer les enjeux de prévention primaire. Je vous propose de commencer doucement cette séance. Donc encore merci à tous d'être là avec nous pour ce Meet and Share de février. On va commencer par une très courte présentation de concept pour vous rappeler ce qu'est ce réseau et ce qu'on fait tous ensemble. Et puis après, nous aurons un temps de 30 minutes de présentation par Alice Escande et Romain Guignard. Et ensuite, vous aurez 15 à 20 minutes de questions-réponses en direct à la fin de la réunion. Et donc, n'hésitez pas à poser toutes vos questions dans le Q&R présent en haut de votre écran. Et on répondra à toutes les questions en fin de séance. Donc pour commencer, Concept, c'est un réseau qui vise à comprendre et agir en prévention primaire des cancers. C'est un réseau qui se qualifie à la fois de recherche transdisciplinaire et participatif. Donc, on est composé de 7 partenaires scientifiques et acteurs de terrain nationalement. On a plus de 10 disciplines et expertises clés en recherche en prévention primaire. Par exemple, le marketing social représenté par l'EHESP avec Karine Galopel-Morvan, mais aussi la nutrition et l'épidémiologie avec le CRES et Rennes, notamment Mathilde Touvier. Gustave Roussy qui représente le lien avec les biomarqueurs, l'économie de la santé, la détection précoce des cancers. La promotion de la santé avec Promotion Santé Auvergne-Rhône-Alpes, qui est notre partenaire de terrain. L'épidémiologie des cancers, notamment avec le CIRC, donc l'OMS à Lyon. Tout ce qui est lié aux inégalités sociales, les recherches participatives avec notre équipe de Toulouse du CERPOP.
Et puis, bien sûr, tout ce qui est en lien avec l'économie de la santé, la recherche participative, l'épidémiologie, nutrition, environnement, la psychologie sociale de la santé avec le Centre Léon Bérard, l'équipe du POPS, l'HCL et Reshape. Donc, c'est un réseau qui est financé pour 4 ans par l'INCa depuis 2022. L'objectif de Concept, c'est de répondre aux enjeux de la prévention des cancers en traduisant les connaissances que l'on a sur la prévention des cancers en actions concrètes de prévention qui soient à la fois efficaces et durables. Et pour cela, on se base à la fois sur la recherche transdisciplinaire, l'expertise de terrain et aussi le savoir des parties prenantes, notamment la recherche participative. On essaie de créer des synergies et de surmonter les fragmentations de la prévention primaire. Et on essaye aussi de comprendre et d'intégrer toutes les interactions entre comportement, environnement, dans tout ce qui est intervention de prévention. Très rapidement sur les recherches participatives, qui seront aussi, expliquées aujourd'hui, nous avons un triptyque dans Concept avec un groupe de citoyens qui propose, du coup ces services pour la recherche participative avec Coprica. On a un groupe de recherche participative méthodologique avec le groupe GEM Mixte et on implémente, tous ces savoirs dans les projets de recherche participative du réseau Concept. Et enfin, Concept, donc c'est plus que la somme des équipes et des individus. On a des événements de networking comme aujourd'hui les Meet and Share qui sont tous les troisièmes jeudis du mois de 12h à 13h, sauf exception, mais normalement c'est toujours à cet horaire-là. On a des groupes de travail pour réfléchir aux différents sujets en lien avec Concept comme tout ce qui est action publique, recherche participative, exposome, etc., les sujets liés à la prévention primaire des cancers. Et puis, l'accueil de jeunes chercheurs et des projets de recherche spécifiques que l'on met en place au sein de Concept. Et je vais maintenant arrêter mon partage pour donner la parole à Alice Escande et Romain Guinard. Donc, Alice Escande, tu es conseillère principale et responsable du pôle santé et bien-être au BIT France. Et Romain Guinard, chargé d'expertise scientifique, direction de prévention et de la promotion de la santé aux unités addiction à Santé publique France. On vous remercie encore vivement d'être là et on vous donne la parole avec grand plaisir pour cette présentation. Merci et merci beaucoup à vous et à toute l'équipe Concept, de nous accueillir aujourd'hui. Donc je vais essayer de partager mon écran. Voilà, est-ce que ça fonctionne? Oui, ça y est, parfait. Très bien. Bah, je vais, laisser, la parole à Romain pour, introduire ce sujet. Bonjour à tous. Je remercie aussi, Concept et Pauline de nous accueillir pour ce Meet and Share et on va vous parler aujourd'hui, enfin surtout Alice, hein, d'une intervention qui vise à augmenter la prise en charge du sevrage tabagique par les médecins généralistes. Alors je vais faire une brève introduction avec quelques éléments de contexte et puis ensuite, je laisserai Alice, présenter l'expérimentation que nous avons menée. Alors, comme vous le savez, le tabagisme est la première cause de mortalité évitable avec, chaque année en France, 75 000 décès qui sont attribuables au tabagisme. La prévalence du tabagisme quotidien en France, elle est élevée. Elle se situe à 23,1 de la population adulte. C'est un niveau qui est parmi les plus élevés, observés au sein des pays occidentaux et puis, le tabagisme est aussi marqué par des inégalités qui sont, très importantes, en fonction du niveau socio-économique, avec des populations, moins diplômées, qui ont des plus faibles revenus, qui, fument, beaucoup plus que les populations, plus favorisées. Alors parmi les stratégies efficaces recommandées par l'OMS pour réduire la demande de tabac, il y a, la proposition d'une aide à l'arrêt du tabac à tous les fumeurs. Les données du baromètre de santé publique France, qui est une enquête, représentative, en population générale, qui est menée, à échéance régulière, montrent que, un peu plus d'un quart des fumeurs font une tentative d'arrêt d'au moins une semaine chaque année. Les données de cette enquête, elles montrent aussi que la majorité des fumeurs essaient d'arrêter de fumer sans aide extérieure, plus des 2 tiers, en 2015-2016. Les aides les plus utilisées sont, la vape et les traitements nicotiniques de substitution. Les données du baromètre cancer, 2021 montrent aussi qu'une minorité de fumeurs déclarent avoir abordé le sujet du tabac avec un professionnel de santé au cours des 12 derniers mois.
pour 22,5% d'entre eux, et encore moins déclarent que le sujet a été abordé à l'initiative du professionnel de santé, avec un niveau de 8% en 2021, qui est aussi en baisse par rapport à 2015. Or, les données de la littérature, et notamment de la littérature internationale, elles montrent que quand les fumeurs sont accompagnés par un médecin ou un autre professionnel de santé, ils ont davantage de chances de réussir à arrêter de fumer que ceux qui tentent d'arrêter seuls. Donc, à Santé publique France, et notamment dans l'unité addiction de la direction de la prévention et de la promotion de la santé, nos actions sont principalement des actions de marketing social qui visent notamment le grand public pour inciter les fumeurs à arrêter de fumer. On propose également des dispositifs d'aide à l'arrêt du tabac, avec notamment le dispositif Tabac Info Service, qui comprend une ligne téléphonique, un site internet, une application. Et puis, on essaye également d'impliquer les professionnels de santé, voilà, vu leur efficacité dans la prise en charge, pour accompagner les patients fumeurs au sevrage tabagique. Et donc, ces dernières années, on a essayé différentes choses auprès des professionnels de santé. On a fait un peu de communication, mais voilà, on se rend compte quand même qu'on a du mal à progresser sur l'implication des professionnels de santé dans la prise en charge du sevrage tabagique des patients fumeurs. Et donc, on a donc souhaité renouveler notre approche, et on a sollicité l'aide du BIT, qui est spécialisé dans les sciences comportementales, pour essayer de concevoir et d'évaluer une intervention qui permettrait d'améliorer la prise en charge du tabagisme par les professionnels de santé. Donc voilà pour mon introduction, et puis je vais laisser Alice poursuivre la présentation. Merci beaucoup Romain pour ce contexte. Donc, en effet, c'est sur cette question de l'implication des pros de santé que Santé publique France est venu nous chercher, le BIT. Et donc, on a proposé un accompagnement en 3 grandes étapes. Donc, sur la première étape de cadrage, la demande était assez claire du côté de SPF. Donc, on a commencé par un diagnostic. Et donc là, l'idée, c'était d'aller identifier les freins, les barrières aux initiatives d'arrêt accompagnées par un pro de santé. Et évidemment, on parle d'une interaction patient-professionnel de santé. Donc, c'était important d'aller essayer de comprendre ce qui se passait du côté patient, mais aussi ce qui pouvait freiner du côté pro. Suite à ça, une deuxième phase dite de solution, où là, vraiment en co-construction avec les équipes d'SPF, mais on va en parler un peu aussi avec des patients et des médecins, de développer une intervention et des outils qui permettraient de mobiliser des leviers comportementaux et surtout d'essayer de faire évoluer les pratiques. Et puis, dernière phase, une phase d'expérimentation, d'évaluation, pour là, essayer d'aller évaluer de la manière la plus rigoureuse possible. Et donc, on a eu la chance de pouvoir mettre en place un ECR, les outils créés, et de pouvoir donc avoir une compréhension de est-ce que la solution fonctionne ou non, et quelles sont les pistes d'amélioration. Donc, si je reprends un peu l'historique du projet, donc sur le diagnostic assez rapidement, on s'est basé sur un scan de la littérature, en allant chercher la littérature académique en sciences comportementales, mais aussi dans toutes les disciplines un petit peu annexes en France et à l'international. On s'est aussi beaucoup appuyé, il y avait déjà pas mal de travaux de Santé publique France sur ce sujet-là. Le BIT avait aussi pas mal travaillé sur cette question du sevrage tabagique, donc on s'est aussi appuyé sur cette littérature grise. Et puis, on a eu des entretiens avec des experts du sujet, dont je crois avoir vu que certains d'entre vous étaient présents, et on vous remercie chaleureusement. Donc, on s'est entretenu notamment avec Tabac Info Service, la Société francophone de tabacologie, la HAS, la CNAM, le réseau RESPAD de prévention des addictions, les ordres des infirmiers, des pharmaciens, des maisons de santé, etc., pour essayer d'avoir une vue donc à la fois académique mais aussi terrain sur les enjeux du sujet. Donc tout ça, ça nous a permis d'identifier et de synthétiser les freins principaux et les leviers à l'implication des pros, et pour pouvoir proposer une liste initiale d'intervention. Donc sur les freins, aujourd'hui, je ne vais pas tout vous montrer, mais on a modélisé ces freins sur des modèles comportementaux pour savoir précisément si le problème venait d'un manque de connaissances, un manque d'intention, un manque de normes sociales, de capacité d'agir, d'accès, etc. Et on a fait cet exercice-là des deux côtés, patient et pro.
Donc, pour résumer, et là, je vais seulement mettre en lumière les freins principaux qui vont être les freins les plus pertinents sur lesquels on a basé l'intervention. Donc, si je devais résumer les freins qui sont liés aux fumeurs, on a identifié 4 éléments clés. Donc, le premier qui est la tendance à attendre le bon moment, entre guillemets. Donc, on peut avoir envie d'arrêter, mais on va toujours attendre le bon moment. Et par là, on entend un moment où peut-être on ressentira moins de stress au quotidien, où on va se sentir prêt. Évidemment, c'est un moment qui n'arrive souvent jamais ou bien qui est constamment remis à plus tard. Et donc ici, avoir un besoin d'un déclencheur qui peut être interne ou externe, mais qui vient lancer le fumeur sur une voie de sevrage. Ensuite, on a une attitude qui peut être négative vis-à-vis du soutien. Donc le soutien, qu'il soit médicamenteux ou professionnel, peut être à la fois mal connu et puis parfois considéré comme inutile ou inefficace. Ensuite, et ça c'est un frein assez important, l'arrêt du tabac souvent peut être vu comme une responsabilité personnelle. Donc certains fumeurs ont le sentiment que c'est à eux et seulement à eux de devoir arrêter. Et ça a pour effet d'engendrer une peur de l'échec ou une peur d'être jugé pour avoir utilisé une aide à l'arrêt, d'avoir été accompagné. Et puis si on essaye et qu'on a rechuté, aussi d'être peur d'être jugé. Par rapport à ce dernier point sur la rechute, quand rechute il y a, ça peut être considéré par les fumeurs comme un échec qui va nourrir un sentiment de faible efficacité personnelle, de pouvoir agir sur ces actions et créer donc un peu un cercle vicieux dans lequel les fumeurs vont perdre confiance dans leur capacité à réussir, ce qui va augmenter encore les rechutes et puis réduire leur volonté d'arrêter à nouveau. Donc ça, c'est sur les freins du côté des fumeurs. Du côté des pros de santé, on a trouvé des études assez intéressantes qui montraient que certains professionnels de santé pouvaient avoir tendance à sous-estimer la proportion des fumeurs qui souhaitent réellement arrêter de fumer. Et en plus de ça, de sous-estimer l'efficacité de leur soutien, de leur rôle dans l'accompagnement et de l'impact que cela peut avoir sur les patients. Donc ça peut être dû à un manque d'informations sur l'impact réel de leur intervention ou bien peut-être des expériences personnelles négatives avec des fumeurs qu'ils ont accompagnés et qui peut aussi biaiser du coup leur perception de leur rôle. Et puis, on a une peur aussi de braquer les patients. Donc, malgré le fait qu'on a des statistiques qui montrent que dans la grande majorité des cas, les patients considèrent que les interventions des cliniciens sur le sevrage tabagique sont tout à fait acceptables, les praticiens, craignent de braquer les patients. Et donc, soit ils sont réticents d'aborder le sujet, ou alors ils ne savent pas vraiment par quel bout le prendre. Et puis, évidemment, des très fortes contraintes de temps, et ça, on voit sur vraiment tous les sujets de prévention, qu'il faut absolument prendre en compte. Donc ça, ces contraintes de temps, ça n'empêche généralement pas les professionnels de santé de pouvoir faire du repérage. Donc on voit qu'il y a des taux quand même assez élevés de repérage du statut tabagique, mais ça peut les empêcher d'aller plus loin, au-delà du repérage. Donc, on a pris un peu tous ces freins, on les a fait dialoguer et on a essayé de formuler des questions clés auxquelles nos interventions devaient répondre. Donc, à savoir, en premier, comment est-ce qu'on arrive à signaler aux patients qui souhaitent arrêter de fumer qu'ils peuvent bénéficier d'un accompagnement et d'un soutien professionnel et que celui-ci peut être efficace. Deuxièmement, comment est-ce qu'on aide à corriger les perceptions des médecins sur la part réelle de leur patientèle qui veut arrêter de fumer? Et troisièmement, comment est-ce qu'on outille les médecins à aborder le sujet sans braquer les patients et tout en respectant leurs fortes contraintes de temps? Donc, pour répondre à ces questions, on a développé 3 outils que je vais vous présenter dans le détail dans un instant. Mais sur le process, donc on est parti d'une longue liste d'idées basées sur le diagnostic. Et puis, en co-construction, donc avec des experts et les équipes de SPF, on a utilisé un peu cet entonnoir pour arriver à 3 interventions qu'on a sélectionnées sur la base de critères d'impact, donc le potentiel d'impact de l'intervention, de faisabilité, ça c'était aussi assez important, faisabilité à la fois de l'évaluation mais aussi de l'implémentation et le potentiel de mise à l'échelle après l'expérimentation. On a aussi fait pré-tester ces outils auprès de médecins et de fumeurs avant l'expérimentation, donc via des ateliers et du travail qualitatif, surtout sur ces questions d'acceptabilité. Donc,
ces outils, quels sont-ils? En premier, il y avait un questionnaire. Donc, le questionnaire était placé en salle d'attente ou bien, ça c'était le scénario d'usage idéal, distribué par le secrétariat médical. Et l'idée, c'était que le patient puisse remplir pendant son temps d'attente ce questionnaire assez court et qu'il est censé ramener en consultation avec son médecin. Et on demandait aussi aux médecins de demander le questionnaire à leurs patients. Donc, que contient un questionnaire? Alors, on avait une évaluation rapide du niveau de dépendance. Donc, pour ceux qui connaissent le test de Fagerström simplifié. On avait aussi des questions sur le niveau de motivation à l'arrêt. Donc, des questions notamment comme appréciez-vous toutes vos cigarettes? Est-ce que vous souhaitez arrêter? Et aussi de l'information sur les expériences passées, notamment à essayer d'arrêter. Donc, ça, c'était sur le recto. Et sur le verso, des informations sur les bénéfices de l'arrêt et le rôle des médecins dans l'accompagnement. Là, ce qu'on voulait vraiment mettre en avant, c'était les bénéfices tangibles, concrets et court terme d'un arrêt du tabac. Donc, par exemple, les bénéfices en quelques jours, quelques semaines sur la peau, la respiration, etc. Donc, quel était l'objectif de ce questionnaire? D'inciter les patients à avoir un moment de réflexion sur leur situation tabagique, leur motivation aussi à arrêter avant leur consultation et de pouvoir donner aux médecins généralistes, grâce aux résultats du questionnaire, un aperçu assez rapide du niveau de dépendance, mais aussi du désir d'arrêt et des expériences antérieures pour créer un peu des occasions, des opportunités de discussion. Et puis, comme je disais, sur le verso, on était vraiment sur essayer de mettre en avant le rôle et l'impact aussi potentiel des médecins. Donc, de l'autre côté, du côté des pros, on a donc, pour les médecins généralistes une fiche conseil qu'il ou elle peut lire ou s'y référer pendant les conversations avec les patients de manière systématique en complément du questionnaire. Donc là, l'objectif, c'était de fournir une heuristique vraiment simple qui décrit 3 étapes clés pour aborder les discussions sur le sevrage tabagique, pour structurer la conversation. Donc avec repérer à partir du questionnaire, conseiller sur les bénéfices de l'arrêt et sur les TNS et orienter. Donc orienter, il y avait plusieurs options, soit une consultation de suivi, soit orientation vers un autre professionnel ou des professionnels, des tabacologues de tabac au service, mais aussi des informations, que dire, que faire si le patient n'est pas intéressé. Et donc là, l'objectif, c'était presque un rappel visuel pour entamer ces conversations et aussi renforcer le rôle que les médecins peuvent jouer dans le soutien aux patients. Et cette intervention, elle s'appuie sur le concept d'intervention brève ou en anglais, very brief advice, donc un conseil d'arrêt en 30 secondes qui a été donc expérimenté, évalué dans d'autres contextes et qui a pu prouver aussi son efficacité. Et puis, dernier outil, donc ça, c'était donc une affiche à mettre dans la salle d'attente. Et là, l'objectif, c'était tout simplement de rendre les questionnaires plus visibles et puis de demander aux patients de remplir le questionnaire et le donner au médecin en faisant sous-entendre que c'était voilà, donc, attendu, c'était un comportement attendu de leur part, avec un petit aussi concept de réciprocité, donc aider votre médecin en remplissant le questionnaire. Voilà. Alors, sur l'évaluation, donc avant d'en arriver aux résultats rapidement sur la méthode, donc c'est une expérimentation qui s'est déroulée de janvier à juin 2024. Donc en janvier, on a envoyé les premiers mails enquête de recrutement. On a ensuite envoyé le matériel, donc les outils, au groupe d'intervention en février. Puis un mois après, on a collecté donc, une enquête de fin d'études aux 2 groupes, intervention et contrôle. Ensuite, on a fait un peu de qualitatif, donc on a fait des entretiens semi-directifs au téléphone avec 12 médecins volontaires. Et je ne l'ai pas précisé aussi, mais à la fin aussi de l'expérimentation, on a donné les outils en PDF aux médecins du groupe contrôle. Et une analyse donc, en juin 2024. Donc, nos questions de recherche, assez simplement, elles se sont focalisées autour de l'impact des outils. Donc, dans quelle mesure est-ce que les outils peuvent augmenter notre mesure, c'était vraiment la proportion de patients fumeurs avec qui les médecins vont aborder ce sujet du sevrage. Et ensuite, derrière la conversation, quel accompagnement potentiellement va être proposé.
est-ce qu'il y a une augmentation sur l'accompagnement qui est proposé à ces fumeurs. Et puis avec le qualitatif, on est plutôt allé chercher des questions sur l'utilisation. Comment est-ce que les outils ont été employés? Est-ce que ils ont été utilisés selon nos scénarios d'usage ou avec un tout autre usage? Donc sur le recrutement, on a donc ciblé les médecins généralistes exerçant en France métropolitaine. On a essayé de ne pas avoir trop de quotas parce qu'on voulait quand même avoir un échantillon suffisant. On a juste exclu ceux qui travaillaient en hôpital, clinique ou entreprise exclusivement. Et grâce à des listes, donc sur cette expérimentation, on a travaillé avec BVA, qu'on remercie aussi. Et donc, on a pu solliciter leur panel de médecins et on a aussi pu solliciter d'autres médecins à travers des campagnes de communication via la CNAM et le CMG. Et donc, avec tout ça, on a pu toucher 42 000 médecins initialement. Puis 800 médecins se sont vraiment inscrits à l'étude et puis donc étaient d'accord pour recevoir ou non les outils et remplir le questionnaire de fin. Et puis à la fin, on a eu au final 641 médecins qui ont rendu donc ce questionnaire final avec un équilibre entre le groupe contrôle et le groupe d'intervention. Évidemment, je ne l'ai pas mentionné, mais ça va de soi. Donc les médecins étaient randomisés donc complètement aléatoirement dans soit le groupe contrôle, soit le groupe intervention. Très rapidement sur l'échantillon, pour vous dire qu'on était assez équilibré, en tout cas en termes de femmes-hommes, en termes d'âge, de zone aussi d'exercice urbain-rural. Alors, sur la proportion de fumeurs quotidiens et occasionnels parmi les médecins de notre étude, donc on était un peu en sous-estimation. Donc, nous, on avait 7% de fumeurs, alors que il me semble que les dernières données montrent que c'est environ 16% de fumeurs quotidiens et occasionnels parmi les médecins. Donc, ce n'est pas tout à fait surprenant, mais du coup, ça nous dit que potentiellement, il y a un petit biais, car dans notre étude, on avait plus de médecins qui ne fumaient pas. Et donc, ceux-là sont peut-être plus à même aussi d'aborder ce genre de sujet. Donc, globalement, on prend en compte ces limites dans l'expérimentation. On a ce biais, comme je viens de le dire, de sélection. Peut-être on a des médecins un petit peu plus motivés. On a aussi, donc ça, c'est un peu dans toutes les enquêtes, des biais potentiels qui sont liés aux mesures un peu auto-rapportées. Donc, on prend ça en compte, mais globalement, ce qu'on pense, c'est que ça peut venir tempérer un peu la magnitude de l'effet, mais ça ne remet pas en question l'effet lui-même, vu qu'on a procédé en essai randomisé avec des médecins aux caractéristiques à peu près équivalentes dans les deux groupes. Donc sur les résultats, ce qu'on a vu, c'est que les outils ont permis d'augmenter de manière significative la proportion des patients fumeurs avec qui les médecins abordent le sujet du sevrage de 13%. Donc on est passé de 52% dans le groupe contrôle à 59%. Et ce qui correspond donc à 2,5 conversations de plus par semaine par médecin. Donc c'est une augmentation qui peut paraître minime, mais mis bout à bout, ça a quand même un effet assez significatif sur le nombre de conversations qui sont enclenchées entre médecins et patients fumeurs. Ce qu'on est allé chercher aussi, c'est donc l'accompagnement, comme je vous disais. Donc, au-delà des discussions, on voit que l'effet de l'intervention, elle se concentre principalement sur les consultations de suivi. Donc, on a une augmentation de 22% entre le groupe contrôle ou le groupe intervention sur la proposition d'une consultation de suivi aux patients. Donc, par exemple, dans le groupe intervention, les médecins étaient 73% à proposer une consultation de suivi à leurs patients fumeurs. On voit aussi une augmentation sur la prescription de TNS et la réorientation vers un autre professionnel, mais ça, c'est des augmentations qui ne sont pas significatives à 5%, comme on l'avait fixé. Et puis ensuite, en allant chercher un petit peu ce qui s'est passé, quelles sont les étapes de l'intervention brève qu'a pu mettre en place le médecin, on voit que les outils ont augmenté l'évaluation du niveau de dépendance des fumeurs, donc de 37%, avec 33% des médecins dans le groupe intervention qui ont évalué le niveau de dépendance pour au moins la moitié de leurs patients fumeurs. Et une augmentation aussi autour de la motivation, évaluer la motivation, le conseil de diminuer, le rappel des bénéfices, mais sur ces trois-là, la différence n'était pas significative.
Avec le qualitatif, on a les entretiens, donc on a pu creuser aussi sur les modes de distribution des questionnaires. Donc on a eu globalement 2 types de distribution. Une distribution un peu qu'on dit active, c'est-à-dire que le secrétariat médical donnait donc les questionnaires de manière systématique aux patients. Et c'était aussi ce qu'on avait préconisé, en tout cas dans l'usage des questionnaires. Et là, on voit que dans ce cas-là, les discussions autour du sevrage tabagique sont plus fréquentes, que le questionnaire sert à aborder le sujet plus systématiquement et permet d'introduire, donc pour le médecin, de connaître le niveau de motivation de dépendance des patients plus rapidement. On a cette citation d'un médecin qui dit ça m'obligeait de faire attention et de poser les questions à chaque patient, et j'en ai récupéré certains que je n'avais pas détectés. On a ensuite des médecins, donc peut-être qui n'avaient pas de secrétariat médical ou qui ne pouvaient pas, en tout cas, faire passer les questionnaires via ce biais-là. Donc une distribution plus passive où là, les questionnaires étaient simplement disposés dans la salle d'attente. Dans ce cas, on voit que on a seulement une minorité qui ont rempli le questionnaire, une minorité des patients. Et là-dessus, je pense que l'affiche n'a pas été assez incitative ou assez saillante pour vraiment inciter tous les patients à remplir le questionnaire. Et je pense qu'il y a eu peut-être une confusion sur certains patients, est-ce que je dois remplir le questionnaire ou non. Donc, ce qui, en fait, a mené à ce que c'était un remplissage sélectif. Seulement les patients fumeurs qui souhaitaient arrêter de fumer ont rempli ce questionnaire. Et du coup, ce n'était pas forcément l'usage qu'on avait prévu, mais ce n'est pas inintéressant parce que finalement, implicitement aussi, cette intervention s'adresse à ces patients-là. Et donc, globalement, ce qu'on voit, c'est que ce que les médecins, en tout cas, nous disent, c'est que ces outils-là n'ont pas permis forcément d'identifier plus de fumeurs, puisque, en fait, le repérage se fait assez bien et la plupart ont déjà le statut tabagique de leurs patients. Mais il permet d'identifier les fumeurs qui veulent arrêter de fumer, de pouvoir, du coup, creuser des options d'accompagnement avec eux. Donc, on a une citation d'un médecin qui nous dit: c'est pratique, ça permet d'avoir une bonne vision de l'état actuel de la pratique tabagique des gens, un bon recueil de données pour ensuite aller creuser. J'ai trouvé que c'était utile, ça m'a créé une trame dans la consultation, ça a permis d'évaluer des choses auxquelles je n'aurais pas pensé. Les consultations que j'ai faites avec ce prospectus étaient plus simples que celles que j'ai faites sans. Donc en fait, on voit aussi que le questionnaire en lui-même peut servir un peu de trame de conversation en balayant les différentes questions dans l'ordre où elles sont, donc sur la dépendance, puis sur la volonté d'arrêt, puis sur les expériences passées, etc. Évidemment, on a aussi identifié plusieurs éléments, plusieurs pistes d'amélioration, et c'est aussi le but des expérimentations et des pilotes. Donc notamment ce que je mentionnais avant, donc sur la fiche, elle n'était pas assez saillante et je pense qu'il y a des points d'amélioration sur cet élément-là pour rediriger vers les questionnaires. Je vous parlais au tout début d'informations sur les bénéfices au dos du questionnaire et ça a été globalement peu remarqué par les patients et médecins, donc à voir comment adapter selon cet apprentissage-là. Et la fiche conseil pour les médecins, donc elle a été bien reçue, hein, plutôt bien acceptée. La plupart des médecins nous disent ça ne m'apporte pas forcément de nouvelles informations, mais ça agit comme un rappel, ça peut me rassurer que ce que je fais est bien, et donc c'est quand même plutôt bienvenu, même si on est conscient que c'est pas forcément de l'information complètement nouvelle. Donc, par exemple, un médecin qui nous dit c'était des choses que je connaissais déjà, mais ça sert toujours, j'ai dû lire 1 ou 2 fois pour me souvenir, j'ai dû revoir un peu comment faire. Voilà, donc pour conclure, parce que je pense aussi qu'il est l'heure, donc ce qu'on a vu globalement dans cette étude, donc le diagnostic avait mis en évidence pardon, un décalage entre la perception des médecins et les attentes des patients en termes d'arrêt de sevrage tabagique. On voit qu'il y a de nombreux patients qui souhaitent arrêter de fumer, mais que parfois ce besoin peut être sous-estimé ou pas suffisamment pris en compte par les professionnels de santé. Et donc, ce qu'on a essayé de montrer avec l'expérimentation, c'est que des interventions simples, hein, au final, ça repose quand même sur des bouts de papier, des interventions simples qui se veulent faciliter vraiment l'expression du désir d'arrêt et mettre à disposition des outils adaptés pour les médecins qui se basent sur le concept d'intervention brève. La combinaison de ces 2 choses-là peuvent augmenter le nombre d'échanges sur le sujet et donc renforcer l'accompagnement au sevrage.
Donc évidemment, on a une contribution assez humble sur la thématique et on est tout à fait conscient que ce type d'intervention-là n'est pas suffisant en lui-même, mais est complémentaire à d'autres types d'actions notamment peut-être plus fortes comme la formation des professionnels de santé, hein, qui est importante, l'évolution des modalités de rémunération des actes de prévention ou d'autres interventions directes. Voilà, et pour peut-être un petit mot de conclusion et de prochaines étapes, Romain, si tu veux conclure. Oui, merci Alice. Donc voilà, comme vous l'avez vu, c'est aussi une intervention effectivement qui est relativement simple, mais qu'on a voulu vraiment souhaiter évaluer, dont on a voulu évaluer l'efficacité avant éventuellement de la déployer à plus grande échelle. Alors actuellement, on est dans une phase justement de réflexion sur un potentiel déploiement qui pose aussi pas mal de questions, hein, même si c'est une intervention simple, il y a quand même des questions autour du déploiement, sur le calendrier du déploiement, le phasage du déploiement, les modalités du déploiement, comment on pourrait déployer à large échelle ces outils. Voilà, et donc il y a différentes questions qui se posent aussi autour de l'évaluation du déploiement, parce que voilà, on a montré un potentiel d'efficacité de l'intervention dans un contexte un peu expérimental. Et si on voulait déployer à grande échelle ces outils, ça représente un coût. Donc, il y a aussi un besoin d'évaluer ou en tout cas d'essayer de monitorer l'utilisation des outils. Est-ce que si on envoyait ces outils à l'ensemble des médecins de France, dans quelle mesure ils seraient utilisés? En tout cas, on a besoin d'avoir des réponses à ces questions. Et voilà, c'est l'évaluation du déploiement, elle doit faire partie, voilà, elle se réfléchit en conjonction avec ce calendrier. Par exemple, est-ce qu'on déploierait d'abord pour une partie des médecins, on vérifierait que les outils sont utilisés au moins par une partie d'entre eux. Donc voilà, pour l'instant, voilà, actuellement, on est dans une phase de réflexion également avec nos partenaires qui peuvent être aussi des relais de ces outils. Voilà, donc n'hésitez pas si vous avez des questions sur l'expérimentation ou sur l'aspect plus autour du déploiement ou des remarques. Et Alice et moi, on essaiera d'y répondre. Merci. Pauline, Un tu peux grand peut-être merci. arrêter le partage? Oui, super. Un grand merci, Alice et Romain. C'était passionnant et très concret. Donc, j'espère que ça va susciter beaucoup de questions. Pour l'instant, j'en ai pas encore vu dans le Q&R. Peut-être en attendant que vous proposiez des questions, n'hésitez pas, hein. Tout le monde peut prendre la parole par écrit, ou je peux aussi. Mais non, je peux pas vous donner la parole à l'oral, donc n'hésitez pas à poser vos questions par écrit. Et en attendant, je me demandais pour le diagnostic comportemental, donc à la fois basé sur la littérature et sur les entretiens semi-directifs, est-ce que vous êtes forcément basé sur des théories de changement de comportement? C'est plutôt celle du Combi ou c'en est d'autres? Je voulais savoir un petit peu au niveau des théories sur lesquelles vous étiez basé. Oui, alors c'est sûr que celle qu'on utilise souvent, c'est le combi. Après, pour simplifier, je ne sais pas si je pourrais vous montrer. Mais peut-être plus tard. Donc aussi sur ce sujet-là précisément, ce qu'on a essayé de faire, c'est de découper aussi les différentes étapes d'accès sur l'interaction entre le patient et le professionnel de santé. Donc par exemple, au niveau du patient, il faut que le patient veuille aborder le sujet, il faut qu'il puisse avoir accès, donc on avait un peu une liste de conditions et d'étapes et on est allé évaluer sur chacune de ces étapes-là quels étaient potentiellement les freins. Et on a fait la même chose du côté des professionnels de santé de sa perspective à lui, quelles sont les différentes étapes décomposées et les différents freins à ce moment-là. Mais généralement qui sont quand même largement inspirés, oui, des théories comme B. Ok. Ah bah, ça a permis de poser une question donc, de Delphine Fabre. Pouvez-vous me dire l'information qui a été donnée dans le groupe contrôle? Pardon, attendez, je ne vous revois plus. Dans Alors, le QNR, l'information donnée dans le groupe contrôle. oui, donc sur le groupe contrôle, on leur a demandé s'ils étaient prêts à participer à une expérimentation et on leur a dit que
qu'on voulait donc tester des outils pour aider au repérage tabagique. Et en fait, on a fait un peu un système de liste d'attente où, au lieu de leur donner les outils en février, donc en même temps que le groupe d'intervention, en fait, on leur a donné après la fin de l'expérimentation. Et donc, c'est juste que le temps était un petit peu plus long. Mais donc, ça veut dire que quand on a fait circuler le questionnaire final, eux n'avaient toujours pas pu utiliser les outils. Mais par contre, ils savaient que c'était une expérimentation sur le sevrage tabagique et que des outils viendraient à leur disposition. Du coup, ils n'avaient rien du tout sur cette période-là et ils ont eu le Bien. questionnaire final et après, vous avez donné les... Ok, Exactement. d'accord. N'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. Et c'est intéressant en termes de résultats aussi parce que en santé publique, ce qui est compliqué, c'est de mesurer les effets sur le comportement. Parce que voilà, comment est-ce qu'on mesure que le tabac diminue? Comment est-ce qu'on mesure que le poids diminue? Voilà, l'objectif final est toujours très compliqué à mesurer. Et donc, du coup, là, vous avez eu un proxy avant du coup l'arrêt du tabac, qui est le nombre de conversations donc, le fait d'aborder le sujet. Vous aviez d'autres résultats auxquels vous aviez pensé ou auxquels vous voudriez peut-être penser dans le futur comme mesure de succès? Peut-être je peux commencer, tu peux Oui. compléter, Mm. Romain. Mm. Moi, ce que je trouvais intéressant aussi avec ce sujet, c'est qu'en effet, donc le but ultime, c'est toujours de pouvoir mesurer le comportement à la fin, mais c'est pas toujours simple. Et là, en l'occurrence, avec cette demande-là, en fait, si on imagine un peu une théorie du changement, on peut se dire que la théorie du changement, elle était assez claire et assez donc fournie en termes de données sur. On savait par exemple que si la personne est accompagnée, elle a plus de chances de réussir dans son sevrage. Donc en fait, grâce à ça, on a pu finalement s'intéresser que à cette première étape, comment on fait en sorte qu'il y ait plus de gens qui mettent ce premier pas dans ce processus en étant confiant qu'après, normalement, ça devrait mener à justement une amélioration sur le comportement lui-même. Mais évidemment que ça peut être toujours intéressant de pouvoir ensuite aller plus loin dans cette théorie du changement et de pouvoir mesurer ce qui se passe après. Est-ce que vous avez prévu peut-être de les recontacter, les médecins pour qui ça a augmenté la conversation et de voir chez leurs patients s'ils ont arrêté peut-être dans un an ou avoir une mesure à 6 mois ou à un an? Je peux continuer à répondre à ce sujet. Alors, on pense quand même que que l'intervention, on a montré un impact de court terme. Donc, effectivement, pour un impact de plus long terme, c'est une des questions du déploiement. Dans combien de fois il faudrait envoyer ces outils? Si on les envoyait aux médecins, à quelle fréquence, annuellement, tous les 2 ans? Parce qu'effectivement, nous, ce qu'on montre, c'est un effet, plutôt sur le court terme. Alors pour l'évaluation, au tout début, on s'est posé la question: «Est-ce qu'il faut aller jusqu'à interroger les fumeurs?» Mais ça pose des questions quand même de chaînage importants importantes et qui sont compliquées, qui sont complexes, hein, dans la mise en œuvre. Heu et il y a 2 pour l'évaluation, enfin, dans une phase de déploiement, heu, on peut aussi penser à l'utilisation des bases de l'assurance maladie, par exemple, pour mesurer, la prescription de substituts. Or, bon, l'intervention, là, l'expérimentation ne montre pas d'effet significatif sur cet indicateur-là. Donc c'est vrai que c'est des questions importantes, mais auxquelles il est difficile de répondre. Et on se base plutôt effectivement sur la littérature quand même qui est abondante sur le sujet, sur l'impact de l'accompagnement, des professionnels de santé sur l'arrêt du tabac, et c'est vrai qu'on se repose, pas mal là-dessus. Heu, voilà. Après c'est compliqué. Mmh. Merci beaucoup. Ça nous a permis d'avoir une nouvelle question de Wendy Agathe Bijou. Merci pour cette présentation très intéressante. Étant donné que les fumeurs sont souvent de niveau socio-éducatif plus faible, socio-économique, pardon, plus faible, exemple travailleurs du BTP fumant beaucoup également sur les chantiers en extérieur, pensez-vous également impliquer les médecins du travail dans cette démarche? Hem, alors en tout cas, selon moi, le matériel, il est peu adapté pour différents types de professionnels, pas seulement les médecins d'ailleurs. Par exemple, peut-être les infirmiers. Après, ça nécessite quand même des adaptations du matériel.
Les médecins du travail, c'est peut-être plus simple d'utiliser ces outils effectivement directement, auprès de médecins du travail. C'est une bonne idée effectivement dans ce secteur-là, en tout cas dans le BTP effectivement où il y a plus de fumeurs. Alors, je ne l'ai pas dit, mais dans une phase de déploiement, on envisagerait, de déployer les outils au format papier parce qu'on pense que ça peut toucher plus de médecins que les seuls motivés, intéressés par l'arrêt du tabac. Mais bien sûr, ces outils seraient aussi accessibles en ligne. On pourrait les mettre sur notre site de Santé publique France, par exemple, et donc ils pourraient être utilisés par d'autres professionnels de santé. Si tu as d'autres commentaires sur cette question Non, je trouve que c'est une très bonne idée. Merci beaucoup. Une autre question de Delphine Fabre. La question serait en quoi l'expérimentation a changé les pensées automatiques des médecins vis-à-vis de leur estimation à pouvoir changer les comportements de leurs patients? Alors, je suis pas sûre de bien comprendre la question, mais en tout cas, si la question c'est est-ce que le fait d'être dans une expérimentation, ça peut évidemment changer la manière dont on irait naturellement orienter nos pratiques, ça c'est sûr que oui. Il y a toujours un biais un peu de l'expérimentation, de savoir qu'on fait partie d'une étude, de savoir qu'on est entre guillemets un peu observé. Après, ça ne change pas forcément, ça ne remet pas en question l'effet causal qu'on a observé parce que de toute façon, les médecins des deux groupes étaient dans ce cas-là. Donc vraiment, la seule différence entre ces médecins-là, c'était qu'ils aient les outils ou non. Mais c'est sûr que forcément, le fait de parler du sevrage tabagique, tout ça, ça peut aussi créer voilà, un rappel et donc changer en fait inconsciemment aussi les pratiques. Et peut-être dans cette question-là de Delphine, il y avait la question de savoir si quel est le mécanisme d'action qui a fait que ça a fonctionné et qu'ils ont plus parlé avec leurs patients. Est-ce que vous avez mesuré dans dans le succès, enfin dans ce qui explique le succès, voilà, comment dire, les mécanismes d'action du combi, comme par exemple voilà, la connaissance, la motivation. Est-ce que ça a été mesuré? C'est peut-être ça qu'elle demandait Delphine. Peut-être que je me trompe, hein, mais je le vois comme ça. Euh, Est-ce que ça, vous avez pu le Ouais. mesurer ou pas du tout? En fait, je pense que oui, partiellement. Donc, ce que je disais avant, c'est qu'en fait, pour moi, cette intervention, elle a agi plutôt sur, si on devait reprendre le combi, sur les opportunités d'action. Donc, ça n'a pas changé grand-chose à la connaissance ni la motivation qui était déjà présente, hein, mais ça a donné en fait une opportunité physique de lancer cette conversation. Donc, c'est un peu ce que je te disais, ce que je disais dans le sens où pour les médecins, la fiche conseil, bah, c'était un rappel visuel il fallait aborder ce sujet systématiquement avec les 3 points, ce qui pouvait aussi aider avec cette heuristique simple, réduire la charge cognitive et donc du coup les inciter à aborder plus facilement le sujet. Et puis du côté des patients, pareil avec le questionnaire, de se rappeler que voilà, sur la cigarette, voilà où j'en suis et que c'est un sujet que je peux aborder avec mon patient. Donc je dirais plutôt sur oui, jouer sur l'environnement physique et créer plus d'opportunités à l'action. Ok. Donc c'est ouais, c'est là-dessus que ça a peut-être été le mécanisme, quoi. Très intéressant. On a une question de Juliette Ekpe aussi du réseau Concept. Bonjour, merci pour l'intervention. Avez-vous adapté les questionnaires aux personnes pouvant avoir un niveau de littératie en santé faible pour toucher aussi les personnes qui sont peut-être les moins touchées par les campagnes de prévention existantes? Oui, la littératie. Alors, dans la construction du questionnaire, on a quand même fait des efforts de simplicité, je pense. Après, effectivement, voilà, l'intervention, elle ne s'adresse pas forcément aux gens qui ne savent pas lire ou qui ne parlent pas français, ou là, il faut d'autres modalités d'intervention. Voilà, mais on a quand même, voilà, à Santé publique France, quand même, on essaye de, voilà, on est très concerné par le sujet de la littératie, et donc on a fait des efforts pour avoir quelque chose de simple, mais voilà, qui est pas forcément non plus universel. Alice, je ne sais pas si tu veux Non, non, tout à fait. Et compléter. puis, je pense que le pré-test aussi, là-dessus, nous Mm. a beaucoup aidé. Donc, avec le pré-test, on a pu pré-tester le questionnaire auprès de fumeurs. Et là, on s'est vraiment attardé sur chaque question pour savoir est-ce que la question était claire, est-ce que les modalités de réponse étaient claires. Donc, ça aussi, ça nous a fait avancer en direction de je pense, de plus de simplicité aussi.
Et si j'ai bien retenu, la questionnaire était sur 2 feuilles, enfin, en tout cas recto verso et du coup, ils ont pas tourné? Oui, c'est un peu ça, où je pense que en tout cas, l'usage de ces informations était moins clair. Donc, on voulait que, par exemple, que potentiellement les patients puissent revenir chez eux avec ces informations, parce qu'il y avait aussi des numéros comme Tabac Info Service ou autres qui pouvaient être utiles pour eux. Mais dans la plupart des cas, les questionnaires ont été gardés par le médecin. Donc, je pense que là-dessus, il y a eu un peu de confusion. Et en effet, je pense que vu qu'il était présenté sur le recto, peu de personnes ont lu les informations. Après, ça peut être aussi lié au fait que tout simplement des raisons un peu esthétiques, les informations ressortaient pas assez, c'était pas assez saillant. Là-dessus, on n'a pas trop ouais, de plus d'informations que ça. Parce que les entretiens, Cali, ils étaient sur, les Les médecins, médecins, pas les ouais, patients? exactement, Ouais. oui. Si, si, Ça, c'est la il y a limite. bien eu des entretiens auprès des patients aussi. Ah non, les entretiens, pardon, le Non, les pré-test, pardon, entretiens. oui, 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 sur le qualitatif, c'était auprès des oui, médecins. Donc, oui. c'était la Mm, perception que les médecins avaient sur la perception des patients. Mais du mm. coup, voilà, on n'a pas toutes les infos. Il n'y a pas moyen de réussir à avoir vous pouvez pas avoir accès aux patients directement. C'est plus compliqué. C'est plus compliqué, oui. Mm. Euh, oui, oui. Je regarde si on a une autre question qui est venue. On n'a pas d'autres questions là tout de suite. Je me demandais en regardant votre prise un peu chronologique du projet, ça s'est fait quand même assez rapidement. Vous avez réussi en moins d'une année, en 2024, à faire à la fois toute la phase de recrutement et l'analyse des données. Qu'est-ce qui a été un peu le marqueur de ce succès de le faire aussi rapidement et efficacement? Romain, tu veux... Je veux bien commencer, c'est pas facile comme question. Euh, Alors voilà, on n'est pas des chercheurs non plus, donc c'est peut-être pour ça aussi que, voilà, on a une approche quand même assez pragmatique et c'est peut-être pour ça qu'on n'a pas été jusqu'à, essayer de retrouver les patients des médecins. Heu, on a pu bénéficier quand même de l'appui, de on a travaillé avec le BIT, on a bénéficié de l'appui d'un prestataire avec qui on travaille beaucoup, qui est BVA, qui dispose de panels de médecins qui sont d'accord pour participer à des études. Et donc, on a eu les capacités effectivement de déployer l'expérimentation assez rapidement. Euh, voilà, ça fait partie des leviers en tout cas. Et c'est sûr qu'on a une approche assez pragmatique euh, voilà, l'objectif derrière nous, c'est vraiment de déployer, même si ça pose d'autres difficultés, quoi. Mais voilà, on est vraiment orienté vers c'est pas, c'est si, c'est une recherche très très appliquée en fait. Euh, donc voilà, c'est un peu Mais... vas-y, Alice, complète, parce que c'est pas. Non, non, mais pour moi, enfin, très clairement, ce qui nous a vraiment extrêmement aidé, c'était le panel aussi de médecins auquel on a pu avoir accès. Donc, on avait déjà voilà, un échantillon potentiel, hein, mais de 36 000 médecins. Et donc, à partir de ça, ensuite, tout a pu aller très vite. Je pense que le fait que ce soit des médecins dans des panels, donc c'est à la fois une force, mais aussi une limite. C'est une force parce que du coup, c'est plus facile de les contacter. On a eu quand même un bon taux de réponse. Donc, ça a facilité. Après, enfin, on connaît tous, je pense, la limite des panels. Et donc, c'est ce dont je parlais dans la présentation. Voilà, les biais que ça peut induire en termes de qui choisit aussi dans ces panels-là de faire partie d'une expérimentation, mais qui choisit déjà de base de faire partie d'un panel. Donc voilà, mais en tout cas, ça nous a permis d'aller assez vite dans le recrutement et ensuite l'envoi et des questionnaires et des interventions.
Pour ce qui était du choix des outils, je me demandais, ça a été fait du coup avant que vous fassiez le recrutement. Donc c'était en co-construction avec les équipes et les experts de Santé publique France. Je me demandais, comment vous avez créé et conçu ces trois outils? Est-ce que c'était déjà des choses que vous aviez en tête via la littérature? Est-ce que vous avez commencé par table rase, vous avez fait des groupes de travail et ça a émergé? Donc est-ce que ça part de la littérature? Est-ce que ça a émergé de d'autres retours? Et en termes d'évaluation, est-ce que vous avez par exemple utilisé les critères APIS qui permettent justement de choisir quel outil on peut utiliser en fonction de la faisabilité, acceptabilité, etc. Comment vous êtes pris? Ouais. Alors déjà, cette phase a pris pas mal de temps, pour être très Ouais. honnête. Donc, même si on allait vite sur l'expérimentation, on a pris pas mal de temps parce qu'on voulait prendre le temps de développer des bonnes interventions. Et il y a eu beaucoup d'itérations, si je me souviens bien, Romain. Mais en tout cas, voilà, on est parti d'une longue liste déjà. Et donc ça, c'était basé principalement sur la littérature et ce qui pouvait exister ailleurs. Donc par exemple, je mentionnais les Very Brief Advice. La fiche conseil, elle ressemble pas mal à ce qu'on peut voir dans les Very Brief Advice. Donc, on est parti de cette liste-là. Ensuite, on a un peu retravaillé, sélectionné cette liste ensemble. Ensuite, on a fait des premières versions, des premières maquettes. Ensuite, il y a eu des retours et je pense qu'on a fait ça plusieurs fois. Et donc, un peu pas à pas, on est arrivé finalement à une version qui nous satisfaisait tous. Et ensuite, il y a eu les pré-tests. Ensuite, on a encore revu les outils. Donc, finalement, il y a eu vraiment pas mal d'ateliers, de groupes de travail et de pré-tests pour arriver au résultat final. Et ensuite, sur les critères, ouais. Alors sur les critères, donc oui, on connaît les critères APIS. Je pense que nous, on s'est plutôt concentré vraiment sur l'impact et la faisabilité. L'impact, donc c'est pour des raisons évidentes, mais aussi sur la faisabilité, ça a été un critère assez important parce que voilà, il y a plein de choses qu'on aurait pu faire, mais on voulait vraiment se focaliser sur une intervention qui peut être ensuite mise à l'échelle, qui n'est pas trop compliquée de déployer. Et donc là-dessus, c'est sûr que ça a orienté aussi nos décisions. D'accord. Et Romain, je ne sais pas si tu veux compléter. Oui, j'essaie de me rappeler quand on avait commencé à travailler sur le sujet, mais effectivement, c'était 2021 ou 2022 et la phase de conception a été la plus longue. On avait quand même des outils existants aussi à Santé publique France, hein, donc on a en partie repris, notamment des fiches destinées aux professionnels de santé qui sont en ligne sur le site de Santé publique France. On s'est quand même beaucoup inspiré des recommandations de la HAS aussi. Euh, donc voilà, et après, il y a eu une phase d'itération assez longue, effectivement. Hmm. les tests, ils ont été faits sur place en cabinet? Hmm. Alors, de mémoire, oui, oui, il y a eu des focus group. On a travaillé aussi avec un autre prestataire pour faire les pré-tests, qui est Kantar, Verian maintenant, il s'appelle, qui travaille avec nous sur des études qualitatives. Et, euh, et ça a été fait en face à face, oui. Donc, il y a eu des focus group, des entretiens individuels. Alors, les entretiens individuels, je sais plus, c'était peut-être par téléphone. J'ai plus. J'ai plus tout D'accord. à fait le dispositif en tête, mais oui, oui. Mm. En tout cas, ça pourrait être réutilisé, vos outils et votre schéma d'intervention pour d'autres thématiques de prévention, l'obésité peut-être, la prévention des cancers, l'alimentation, l'activité physique. En tout cas, ce que vous en pensez, ça pourrait donner un modèle pour d'autres thématiques que le tabac aussi, pour aborder en consultation généraliste. Ouais, et peut-être intéressant de noter aussi que on s'était aussi un peu inspiré d'un autre projet qu'on a pu mener avec la HAS sur le repérage des violences domestiques, alors c'était assez différent. Il y avait, enfin, le questionnaire n'était pas exactement le même, mais on s'était un peu basé sur des principes, on va dire, similaires, avec des informations très claires pour le professionnel de santé pour pouvoir à la fois repérer et orienter. Donc clairement, c'est une modalité qui peut se décliner sur d'autres sujets de prévention ou autres.
Merci beaucoup à tous les deux. On n'a plus d'autres questions et donc pour vous laisser partir à l'heure, je vais vous remercier infiniment de la part de toute l'équipe Concept pour votre présence et puis votre excellente présentation qui va nous donner plein d'idées de collaboration et de poursuites à venir. Et j'en profite pour passer l'information que le prochain Meet and Share aura lieu le 20 mars. Ce sera avec Mathilde Touvier sur l'alimentation ultra transformée, l'obésité et la prévention des cancers, donc un état des connaissances et des facteurs en jeu. Donc, n'hésitez pas voilà, à suivre Concept sur YouTube et sur LinkedIn. Et on va poster, on a déjà posté un résumé et puis on postera le replay. Et vous pourrez vous inscrire pour les prochains. Merci à tous. Merci Merci beaucoup. beaucoup. Au Au revoir. revoir. Au revoir.